Bonjour, cette petite chaîne YouTube a été spécialement faite pour les débutants en comptabilité. Vous y retrouverez des vidéos qui vous expliqueront de manière simple les essentiels de la comptabilité. Bonjour, nous allons donc continuer avec cette vidéo à travailler sur le budget. Attention, hein, pour tirer profit de cette vidéo, il faut bien entendu que vous ayez d'abord travaillé avec la vidéo sur le compte de résultat et bilan, la première vidéo les budgets 1 et la deuxième vidéo les budgets 2. Donc, si vous l'avez fait, vous pouvez attaquer avec cette troisième vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'abord, pour que ça vous soit utile, hein, de revoir d'abord ces vidéos. On va donc reprendre l'exemple que nous avons commencé, sur lequel nous avons commencé à travailler ensemble, qui s'appelle pas de code. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez, hein, vous trouverez le lien du PDF de l'exemple dans la description de la première vidéo budget. On avait donc établi les différents budgets. On va donc continuer sur le même exemple et voir ensemble donc le compte des résultats prévisionnels et le bilan prévisionnel. Donc, nous allons donc commencer cette session de travail. Donc, cette session de travail s'inscrit donc à la suite, hein, des deux premières vidéos que vous avez probablement déjà regardées. Hein, si ce n'est pas le cas, vous avez bien entendu commencer par regarder ces deux premières vidéos, budget 1 et budget 2. Donc ici, en fait, lors de notre dernière session de travail, nous avions donc travaillé sur l'élaboration des budgets, hein, jusqu'au tableau de trésorerie synthétique que nous avions terminé. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est travailler sur l'élaboration du compte de résultat prévisionnel et du bilan prévisionnel à la fin de la période de prévision. Ici, dans cet exemple, dans le cas que nous traitons, la fin de période, c'est le 31 mars. Donc on commence par le compte de résultat prévisionnel. Alors, ce compte de résultat prévisionnel, ce qui est important, hein, ce dont il est important de se souvenir, c'est qu'il s'établit d'abord hors taxe, toujours hors taxe. Les informations contenues dans le compte de résultat sont toujours hors taxe. Donc ça, c'est très important. Hein. Contrairement à tout le travail qu'on a fait précédemment où on avait travaillé sur le TTC, hein, là, il s'agit de travailler sur du hors taxe. Deuxième élément, donc qui est très important, hein, le compte de résultat ne tient jamais compte, ne tient pas compte de quoi? Des décalages de paiement. Ne tient pas compte. Je parle. Les décalages de paiement, hein, c'est les délais de paiement, hein, sur lesquels on a travaillé, hein, les délais de paiement vis-à-vis des clients ou les délais de paiement vis-à-vis des fournisseurs, dont on a tenu compte quand on a élaboré les budgets prévisionnels. Hein. Donc, quand on fait le compte de résultat prévisionnel, on ne s'occupe pas des délais de paiement. Très important là aussi, donc bien comprendre que le compte de résultat s'établit hors taxe et que ça ne tient pas compte des décalages de paiement. Donc on va regarder, pour faire le compte de résultat prévisionnel, on va donc regarder toutes les charges, on va lister les charges, donc on en parle dans le sujet bien entendu, ainsi que tous les produits. Alors, le plus facile, c'est de commencer par les produits. Qu'est-ce que c'est que les produits? Ben, c'est tout simplement le chiffre d'affaires hors taxe, hein, puisqu'on doit dire que je suis en plus hors taxe, et donc le chiffre d'affaires hors taxe, on va d'abord, ça va être l'information la plus facile à obtenir. Hors taxe. Alors, où est-ce qu'on va chercher cette information, le chiffre d'affaires hors taxe? Eh bien, très simplement, hein, en ce qui concerne nos budgets, voilà. Hein, on avait donc le budget des ventes, hein, c'est un des budgets par lesquels on a compensé. On nous donnait, dans le sujet, hein, on nous donnait les informations de ce qui avait été budgété en janvier, en février, en mars, hors taxe. Donc c'est cette ligne-là qui nous intéresse. Et donc nous allons faire ici le total. Pourquoi faire le total? Parce que quand on fait le compte de résultat à la fin de la période, hein, le compte de résultat s'établit, le compte de résultat présente des informations cumulées du 1er janvier, donc à la date de la fin de période. Donc ici, du 1er janvier au 31 mars. Donc ce sont des informations cumulées qui nous intéressent, hein, depuis le début de l'année jusqu'au 31 mars, ici, dans notre exemple. Donc, ici, on va donc totaliser
les ventes hors taxe de janvier, les ventes hors taxe de février, les ventes hors taxe de mars. Voilà. Ça représente 340 000 euros. Et donc, je vais récupérer cette information dans mon compte de résultat, ici, au niveau des produits, bien entendu. Je vais récupérer donc ce total des ventes hors taxe de janvier, de février et de mars. Et je fais bien entendu la même chose pour les charges. Je vais récupérer les informations cumulées de janvier, février et mars. Alors, dans les charges, la première chose par laquelle on commence en général, ce sont les achats. Dans le sujet, on me parlait d'achat de marchandises. Donc, alors, les achats de marchandises, où vais-je aller chercher cette information? Je vais aller chercher cette information, bien sûr, de la même façon, dans les budgets. On avait fait le budget des achats, et ça va être la ligne hors taxe qui va m'intéresser. On avait ici 40 000 euros d'achat en janvier, 40 000 en février, 40 000 euros en mars. Donc, de la même façon que dans le budget des ventes, j'avais totalisé les ventes de janvier, février, mars, je totalise les achats hors taxe de janvier, février, mars. Et je vais donc récupérer cette information dans mon compte de résultat, bien entendu, donc l'information cumulée est hors taxe. Que je vais récupérer dans mon compte de résultat prévisionnel. Je vais, chaque fois que dans le compte de résultat, vous avez une ligne achat, vous avez quasiment tout le temps la ligne variation du stock. La ligne de variation du stock de marchandises. Comment se calcule, je vous rappelle, comment se calcule la variation de stock quand il s'agit de stock acheté. Les marchandises, c'est donc des choses, des éléments qu'on achète. Donc, quand on parle d'éléments achetés, eh bien, la variation de stock se calcule de la façon suivante. Ça se calcule toujours de cette façon-là. C'est le stock initial, le stock final. Donc, regardez ces informations, le stock initial et le stock final. Alors, le stock initial, de quoi on parle? Le stock initial, on parle en fait du bilan que l'on vous communiquait à fin décembre de l'année précédente. Et on vous précisait ici, on le voit en particulier, donc à l'actif du bilan, on nous donnait le bilan nous indiquait que le stock de marchandises avait une valeur de 100 000 euros. Voilà, ça c'est le stock initial, c'est le stock que l'on avait, la valeur du stock que l'on avait au départ. Donc ici c'est pas compliqué, notre stock initial c'est donc la valeur du stock du bilan, donc ça sera donc 100 000. On a donc 100 000. Moins le stock final. Alors le stock final ici nous était indiqué dans le sujet. On va retourner voir ce sujet. Qu'est-ce qu'on nous disait concernant le stock? Voilà. On nous disait le stock prévisionnel au 31 mars, il sera de 11 000 euros. Voilà le stock final. C'est le stock qu'on prévoit d'avoir à fin mars, à la fin de la période. Donc ici, il est donc de 11 000. Le stock final, il est donc de 11 000. Ici, on va bien exactement les 5 000 moins les 11 000 de stock final. Donc on a donc une variation de stock de 89 000. 89 000. Donc regardez, qu'est-ce que ça veut dire quand on a une variation de stock de 89 000? Bon, on le voit ici, on voit qu'on avait un stock initial de 100 000 et qu'on a un stock final très très réduit. Donc en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise a consommé, ici les consommations, ça ce sont les consommations, l'entreprise a consommé
eh bien, plus que ses achats, hein, puisque son stock a diminué, elle a consommé tous ses achats, plus une partie du stock initial, hein, puisque son stock final a fortement réduit depuis le début. Hein. Donc les consommations, qui se mesurent en fait en faisant l'addition des achats et des variations de stock, on voit bien que les consommations en fait sont de 120 000 plus 89 000. Hein. L'entreprise a consommé beaucoup plus que ses achats, elle a consommé ses achats plus la variation de stock. Ça, c'est les consommations. Ça, ce sont les consommations de l'exercice. Voilà. Donc voilà pour la variation de stock. Donc après les achats, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, en général, on va trouver des autres charges. Donc on va repartir dans le sujet, on va regarder ce qu'on nous disait concernant les autres charges. Voilà. Donc, nous avions ici les autres charges. Il s'agit de charges externes dans un premier temps. Hein, donc, il va falloir reprendre les informations concernant ces charges externes. On a des charges externes soumises à TVA et des charges externes non soumises à TVA. On va reprendre, bien entendu, les deux. Alors, autre charge. Donc, on a des charges externes. Là. Des charges externes non soumises à TVA. Alors attention, on a des charges non soumises à TVA et d'autres soumises à TVA, mais comme de toute façon le compte de résultat se fait hors taxe, hein, dans les deux cas, on aura une information hors taxe. Hein. Donc les charges externes soumises à TVA. On a 6 000 euros, 7 000 euros, 7 000 euros. Encore une fois, hein, c'est le cumul des charges de chaque mois hein, que l'on va. Donc c'est 6 000 plus 7 000 plus 7 000. Hein. Donc on va cumuler les charges externes hors taxe de qui on aura donc 1000 plus les 7000 en février plus 1000 en mars. Et je fais la même chose, bien entendu, pour les charges externes non soumises à TVA. Les charges externes non soumises à TVA, je les utilise chaque mois, donc ça pas bien sûr. Donc, donc voilà pour les charges externes. Qu'est-ce qu'on va trouver toujours dans les charges d'exploitation? On va bien entendu trouver tout ce qui concerne les charges de personnel. Dans les charges de personnel, on va trouver les salaires. On trouvera également les charges sociales tout à l'heure. Alors, ici, on va regarder qu'est-ce qu'on nous disait concernant les charges de personnel.
Donc ici, les salaires, nous avions 50 000 euros chaque mois, hein, ce qui représente, donc, on va multiplier pour les salaires. Donc, nous avons pris en compte les salaires. Il faut de la même façon prendre en compte, bien entendu, les charges sociales. Ah, on repart sur le sujet. Qu'est-ce qu'on nous disait concernant les charges sociales? On a 20 000 chaque mois, d'accord? Donc, on va prendre en compte le total de ces charges sociales. Voilà pour les charges sociales. Quelles sont les charges qui viennent après? Alors, celles-ci, il ne faut pas les oublier, ce sont les dotations aux amortissements. Les dotations. Voilà. Alors, on va descendre un petit peu et détailler un petit peu ces dotations aux amortissements. Donc, ici, ça a besoin de quelques mots d'explication. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme amortissement? Alors, allons voir dans le sujet ce qu'on nous dit concernant la dotation aux amortissements. Donc ici, on nous dit la dotation aux amortissements des anciennes immobilisations s'élève à 7 500 € pour les 3 premiers mois de N+1. Donc voilà une première information. Hein. La dotation aux amortissements concernant les anciennes immobilisations, les immobilisations présentes à la fin de l'année N, donc on a un montant de 7 500 € pour les 3 premiers mois. Au total, hein, c'est un total pour les 3 premiers mois. Par contre, il faut tenir compte aussi, bien entendu, de la nouvelle immobilisation hein, qui est amortie sur 10 ans en mode linéaire. Alors, on va regarder ça. Donc on va s'occuper d'abord de la nouvelle IMO. On a dit que la nouvelle IMO, donc on a dit que la nouvelle IMO, avait en février, on avait fait l'acquisition d'une immobilisation d'une valeur de 50 000 €. Hein, donc c'est sur cette valeur-là, bien entendu, que nous allons partir. Et on nous précisait qu'elle était amortissable sur 10 ans. Donc, le premier calcul, ça va être de calculer l'amortissement annuel. C'est ça, en amortissement linéaire, hein, on divise la valeur en taxe de l'acquisition par le nombre d'années. Voilà, on a calculé le montant de l'amortissement annuel. Ça donne 5 000 € par an. Attention, là, au mois de un an qui s'est écoulé, hein, on a besoin de la date de mise en service. Donc là, pareil, je retourne sur le sujet pour vérifier.
Donc, on nous dit que la mise en service de la nouvelle immobilisation se fera le 1er février. J'ai besoin de la date de mise en service. La mise en service. Lieu le 1er février. Donc, en fait, l'IMO, à fin mars, amorti sur combien de temps? On l'a mis en service le 1er février, donc on a le mois de février et le mois de mars. Donc ça nous fait 2 mois. Hein, d'amorti uniquement sur 2 mois. Et donc, on va calculer ça, hein, 5 000 € par an. On va calculer le prorata sur 2 mois. Comment on fait pour calculer un prorata? Donc, 2 douzièmes. Par 12 pour avoir l'amortissement mensuel, multiplié par 2 pour avoir l'amortissement sur 2 mois. Voilà le calcul de l'amortissement de la nouvelle immobilisation sur 2 mois. Le calcul nous donne 833 €. Nouvelle immobilisation. Hein. Il faut prendre ici donc on nous donnait l'information que pour les anciennes immobilisations, on avait 7 500 € de dotation aux amortissements, hein, sur les 3 mois, et plus, plus les 833 € que l'on vient de calculer pour la nouvelle immobilisation. Ça, 8 000, les dotations aux amortissements représentent donc à fin mars un total de 8 333. Voilà pour la dotation aux amortissements. Il nous reste les charges financières et les intérêts. Les intérêts, et ici, dans ce cas, on en a un, puisqu'on nous parle d'emprunt. Donc, allons voir ce qu'on nous dit sur l'emprunt. On n'avait pas besoin, on n'avait pas eu besoin de faire un télégramme de conversion, puisque on nous avait donné le montant de charges financières. Voilà, charges financières. Comme on avait donné l'information, hein, on avait 20 000 € à payer, 20 000 € de charges d'intérêt en février. On va simplement reporter cette information. 20 000 €. Donc, on a cette information pour le mois de février, on reprend donc ces informations. Donc voilà, on a listé donc le chiffre d'affaires du côté des produits, l'ensemble des charges du côté des charges, et bien on n'a plus qu'à faire dans les sous-totaux, hein, pour vérifier si l'entreprise a fait un bénéfice ou des pertes. Si on va totaliser l'affaire,
total. Même chose du côté des charges. Je totalise. Voilà ce qu'on obtient donc en faisant le sous-total des charges et le sous-total des produits. Alors, de quoi on s'aperçoit ici? On s'aperçoit qu'en réalité, hein, à fin mars, l'entreprise aura totalisé beaucoup plus de charges que de produits. Hein. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, hein, l'entreprise, elle va avoir une perte de la différence entre ces charges qui sont supérieures à ces produits. Une perte très exactement de 157 333. D'accord. Alors, est-ce que c'est étonnant qu'une entreprise comme celle-ci soit en perte à fin mars? Regardons ce qu'on nous dit concernant cette entreprise. L'entreprise fait du commerce de pièces pour bateaux. Hein. C'est donc probablement une activité saisonnière. Au mois de mars, on est en fait à la sortie de l'hiver, hein, donc c'était la période creuse. Par contre, bien entendu, les charges courantes continuent à courir, donc ce n'est pas si étonnant que ça qu'à fin mars, lorsqu'on fait une prévision à fin mars, l'entreprise soit en perte à ce moment-là. Ce qui est important, hein, c'est que, bien entendu, elle récupère, elle fasse sur les mois d'après, elle fasse plus de chiffre d'affaires pour combler cette perte. Hein, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose de particulièrement inquiétant. C'est une activité saisonnière, donc qui fonctionne probablement beaucoup plus au printemps et en été. Donc, pas étonnant qu'à la sortie de l'hiver, on soit en perte. Encore pour l'instant. Alors, revenons à ce compte de résultat prévisionnel. On n'a pas terminé. Hein. On termine le compte de résultat prévisionnel en faisant le total général, toujours. Pour faire ce total général, ben, on ici le total de la perte des produits, ici le total des charges. Vous voyez, on vérifie bien qu'on a bien l'équilibre, hein, entre le total général des charges et le total général des produits. Ça, c'est important. Hein. Vous voyez que même lorsqu'on est en perte, on retrouve notre équilibre comptable de notre compte de résultat. Donc voilà en ce qui concerne donc le compte de résultat. Et donc on va de la même façon, hein, regarder maintenant le bilan prévisionnel à fin mars. Alors, quelle est la méthode pour élaborer le bilan prévisionnel? La méthode pour élaborer le bilan prévisionnel, c'est toujours de partir du bilan de départ. Hein. On part du bilan de départ et on observe, on regarde, on analyse qu'est-ce qui a bougé entre le 31 décembre de l'année N et le 31 mars de l'année N. C'est de cette façon-là qu'on va procéder. Alors, commençons par l'actif immobilisé, hein, par les immobilisations, donc. C'est au niveau des immobilisations à fin mars. Eh bien, nous avons conservé nos anciennes immobilisations. Hein, donc on avait une valeur de 300 000 € fin mars. Et nous avons fait l'acquisition d'une nouvelle immobilisation. Hein. Donc, en fait, ici, nous allons avoir les 300 000. La valeur d'acquisition ne bouge pas, hein, donc on a toujours nos 300 000, la valeur de 300 000 € de négociation immobilisation. Par contre, on va rajouter la valeur de la nouvelle immobilisation. Sa valeur d'acquisition, je vous le rappelle, c'est 50 000 €. Alors ici, ce qui concerne le brut, eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau des amortissements? En fait, la colonne amortissement au bilan représente le cumul des amortissements depuis le départ. Hein. Donc en fait, on va repartir, on voit ici à fin N qu'on avait 100 000 €, donc on va les reprendre, ces 100 000 €. Hein. Donc on reprend les 100 000 € qu'on avait à fin N, et on va par contre rajouter quoi donc? Les amortissements de cette année qu'on a calculés dans le compte de résultat ici, qui sont ici. Hein. On va reprendre les amortissements de l'année. Donc on va arriver sur un total de 108 333.
Alors, je répète, hein, on avait 100 000 euros d'amortissement par fin N, et on rajoute les 8 333 qu'on a calculé tout à l'heure au niveau du compte de résultat. C'est un total de 108 333. On va calculer ici la valeur nette. Comment on calcule la valeur nette? Eh bien, tout simplement, le brut moins le cumul des amortissements. Voilà. Donc, on aura ici une valeur nette de nos immobilisations pour une valeur de 241 635. Donc, voilà pour nos immobilisations. Donc, dans l'actif circulant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien entendu nos stocks. Voilà. Pareil, on retourne sur notre bilan de départ et on voit qu'on avait un stock de marchandises. Donc, je vais avoir également un stock de marchandises. Par contre, dans mes stocks, je vais simplement reprendre la valeur du stock final. Ça m'était donné dans le sujet. On me précisait que le stock final à fin mars serait de 11 000 euros. Donc, je reprends simplement cette information. Donc, j'ai 11 000 euros à fin mars. Ah, la valeur du net est égale à la valeur du net. Dans l'actif circulant, qu'est-ce que je vais trouver également? Je vais trouver bien entendu les créances clients. Non plus, je ne regarde pas ce que j'avais au niveau du bilan, puisqu'en fait, on a utilisé cette information dans les budgets. Par contre, de quoi je vais me servir ici? Je vais me servir du travail qu'on a fait pour les budgets, du budget des encaissements clients. Budget des encaissements clients, et en particulier de la dernière colonne, vous voyez ici, les créances clients non réglées à fin mars, c'est ces créances clients-là que l'on va retrouver au niveau de notre bilan, bien entendu. Donc ici, je vais rechercher les créances clients que nous avions calculées lorsque nous avons élaboré le budget. Ici, vers cette information-là. D'accord? Alors, puisque j'y suis, on va faire exactement la même chose, parce que c'est exactement la même chose, le même procédé. Dans les dettes d'exploitation, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les dettes fournisseurs. Et les dettes fournisseurs, je pratique de la même façon. Que nous avions élaboré les budgets, nous avions ici réalisé le budget des décaissements sur achat, d'accord, avec là aussi une colonne des dettes fournisseurs non réglées à fin mars, et un total de 48 000 euros non réglés à fin mars. C'est cette information que je vais récupérer dans mon bilan prévisionnel également. Donc ici, les dettes fournisseurs, je vais récupérer l'information que nous avons calculée dans ce budget de décaissement sur achat. Donc voilà pour les créances clients. Alors, est-ce qu'on avait, on peut aussi éventuellement avoir d'autres créances? Est-ce que c'était le cas? Alors, on va regarder ce que nous avons fait dans les budgets. Dans les budgets, nous avions, en particulier dans le budget des décaissements, on avait identifié ici nous avions un acompte sur IS. On en avait parlé lorsqu'on avait regardé ce point-là. L'acompte sur IS, qu'est-ce que c'est? C'est justement une créance sur l'État. Ici, ça peut être tant que l'entreprise n'a pas reçu
l'avis d'imposition, hein, eh bien, lorsqu'elle verse un acompte, c'est considéré comme une créance sur l'État. Hein. Donc, on avait une créance de cet acompte de 15 000 euros, on a donc une créance de 15 000 euros. Hein. Cette information. Donc, voilà pour l'actif circulant. Alors, il nous reste ici les disponibilités. Alors, où est-ce que je vais chercher cette information, hein, de quel argent, de combien d'argent dispose l'entreprise à la fin du mois de mars? Eh bien ça, cette information, je vais la récupérer ici, en fait, hein, sur la trésorerie prévisionnelle. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'à fin mars, en fait, la trésorerie prévisionnelle est négative. Ça veut dire qu'en banque, hein, on a bien zéro en fait ici, hein, puisque j'ai une valeur négative, ça veut dire que je n'ai pas d'argent. Hein, et donc, un découvert bancaire. Alors, ce découvert bancaire, c'est pas, on ne le retrouve pas à l'actif, on retrouve en fait au passif. Hein, on va le trouver ici. C'est ce qu'on appelle les concours bancaires courants. Autre que donc je vais récupérer. Alors attention, je vais récupérer cette information, mais regardez, j'ai moins 20 400, hein, et j'écris pas le moins. Quand je la reprends au passif, j'ai un découvert bancaire de 20 400 euros. Voilà pour les concours bancaires. Alors, donc, comme je n'ai pas d'argent en banque, je vais pouvoir faire le total de mes actifs directement. Voilà. Voilà. Donc, j'ai un total net de 333 667 et je vérifie que, bien entendu, égal au total brut moins le total des amortissements. Voilà, on retrouve bien le même montant. Alors, je n'ai pas terminé au passif. Hein. Je vais revenir donc sur le passif. Alors, dans mes capitaux propres, qu'est-ce qu'on a? On a le capital. Le capital, eh ben, il n'y a aucune raison qu'il ait varié, on ne nous a donné aucune information. Donc, le capital est de 100 000, il est toujours de 100 000. Et cette fois-ci, je vais récupérer l'information que j'aurai à la fin de l'année N. Les réserves. Les réserves ont bougé, elles. Pourquoi elles ont bougé? On regarde, j'avais 130 000 euros de réserves à la fin de l'année, mais qu'est-ce qu'on m'a dit concernant ici, on le voit ici, hein, affectation du résultat de l'année N, l'entreprise a décidé qu'elle versera en mars des dividendes aux actionnaires pour 10 000 euros, le reste sera affecté en réserve. Donc on avait 20 000 euros de résultat, 10 000 euros ont été distribués aux actionnaires sous forme de dividendes, il nous en reste donc 10 000 euros à mettre en réserve. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici dans les réserves, on a bien entendu, on conserve ce qu'on avait, hein, 130 000 euros, mais on y rajoute quoi? On y rajoute les 10 000 euros de résultats non distribués aux actionnaires. Hein. Donc ce qui nous donne 140 000 euros. Je précise que les réserves qu'on avait au départ, 1000 euros, on va y rajouter qui viennent du résultat de l'année dernière. Voilà. Bien sûr, on va avoir le résultat de cette année. Hein, bien entendu.
Alors, attention, qu'est-ce qui va se passer au niveau du résultat, hein? On l'a calculé de l'autre côté, on a une perte, hein. Donc la perte apparaît du côté des produits, sans signe, mais quand on indique une perte au niveau du passif, hein, il faut mettre un signe, hein. Donc ici, on a moins, bien, le résultat calculé sur le compte, hein, donc ça fait bien moins 157 330. Voilà pour le résultat. Passons maintenant aux dettes financières. Donc les dettes financières, je vous rappelle, hein, c'est rien d'autre que les emprunts. Donc les emprunts, en fait, bah, écoutez, c'était dit dans le sujet, hein. Et là, on va simplement le poste-emprunt au 31 mars sera de 150 000 euros. Je vous rappelle que à la fin de l'année, il était de 200 000 euros, mais il y a eu un remboursement entre les deux. Donc, à fin mars, l'emprunt sera de 150 000 euros. Alors, est-ce qu'on a terminé? Non. On a, dans les dettes d'exploitation, on a d'autres éléments. On va regarder qui proviennent toujours de nos budgets. Donc, on va regarder ça. Alors, au niveau des créances clients et des dettes fournisseurs, nous l'avons reporté sur le bilan. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait le budget de TVA. On avait le budget des TVA et dans le budget de TVA, vous aviez une colonne supplémentaire, la dette fiscale non réglée fin mars. Et bien ça, on va le récupérer, bien entendu, au niveau de notre bilan prévisionnel. On a une dette fiscale non réglée à fin mars, hein, donc cette dette fiscale va apparaître dans les dettes d'exploitation. La TVA à payer, on va la rechercher pour les TVA la plus ici, c'est bien entendu une dette fiscale. Alors, quoi d'autre? Continuons sur le décaissement. Regardez, on a également ici, hein, dans les décaissements, le budget de décaissement, on avait aussi identifié une dette sociale non réglée à fin mars. Cette dette sociale, hein, c'est les charges sociales dues mais non payées, hein, parce qu'il y a un décalage d'un mois, et bien c'est une dette. C'est une dette sociale que l'on va indiquer également au niveau du bilan prévisionnel. Dette sociale non réglée à fin mars apparaît en dette sociale. La dette sociale. Voilà, et bien écoutez, normalement nous avons fait le tour, et bien on va le vérifier très rapidement, parce qu'en fait, n'oubliez pas que le total actif et le total passif du bilan doivent être égaux, hein. Donc, on vérifie de cette façon-là, hein, que effectivement notre bilan est bien équilibré, hein. Je vous rappelle que quand on fait un bilan en faisant apparaître les 3 colonnes brutes, amortissement et net, en fait, les totaux qui s'égalisent, c'est le total net qui s'égalise avec le total passif. Donc ici, on a bien les mêmes totaux identiques. Voilà, voilà, c'est terminé. Donc ici, nous avons terminé le bilan prévisionnel.